Bonjour, donc bienvenue à cette table ronde sur le numérique au service de l'onotourisme. Donc j'ai la chance d'animer cette table ronde avec Claire Louera, qui est de Loire-Atlantique Développement, en charge de l'onotourisme et du label Vignoble et Découverte. Théodora Lefort du domaine de Bois-Mosée, donc en charge de l'onotourisme. Philippe Marchais des Vignobles Marchais à Thoiry-sur-Loire. Et François Robin, en charge de la communication à la Fédération des vins de Nantes. Voilà, donc on va vous parler, donc on va essayer de respecter les 45 minutes, hein, ça va être tendu. Mais tout d'abord, quelques points sur l'onotourisme en 2019, ensuite des éléments sur le numérique, et puis les retours d'expérience avec le vignoble Marchais et le domaine de Bois-Mosée. Voilà. J'avais juste... Hop, avant... Ah, pardon. Pas trop vite. Oui, juste pour vous montrer, effectivement, l'onotourisme aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler, que ce soit au niveau des événements, même dans la presse. Il y a eu énormément de magazines qui ont fait des hors-séries sur la thématique. Le Vinocamp à Angers qui était dédié à ça, les assises de l'onotourisme qui étaient le 20 novembre 2018, les premiers trophées de l'onotourisme le 29 mars 2019. Voilà, on est sur une thématique qui est vraiment voilà, d'actualité. Donc, vous allez pouvoir avoir ces professionnels qui vont vous apporter toutes les informations. Donc, je vais tout d'abord passer la parole à Claire sur l'onotourisme en 2019. Voilà, Claire. Alors, bonjour, je suis Claire Louera, chargée de développement touristique à Loire-Atlantique Développement. Alors, Loire-Atlantique Développement, en une phrase, c'est une agence d'ingénierie au service des territoires et des acteurs du territoire, dont les acteurs de l'onotourisme. Alors, l'onotourisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un tourisme d'agrément qui repose sur la découverte des vins et des régions viticoles. Est-ce que j'ai donné une bonne définition, François ? C'est ça. Bon. En France, on a la chance de proposer d'ailleurs une diversité de régions viticoles et de découvertes autour du vin. Donc ça, c'est vraiment une force de notre pays. Et il faut se dire qu'un tiers des touristes citent la gastronomie et le vin comme motivation de choix d'un séjour. Donc c'est quand même assez énorme. Il existe aussi une vraie progression des touristes qui s'intéressent à cette thématique de l'onotourisme. Ils étaient 7,5 millions, si je ne me trompe pas, en 2009. Et aujourd'hui, enfin en 2016, en tout cas, ils étaient 10 millions de nos touristes qui venaient en France pour vraiment cette thématique particulière. Les enjeux liés à l'économie de l'onotourisme sont assez ressemblants à ceux du tourisme de manière générale. C'est d'abord l'accroissement de la fréquentation. Donc sur le territoire, c'est l'augmentation de la vente des vins. L'onotourisme porte aussi des valeurs d'art de vivre, de quête de sens, d'échange, d'expérience, ce à quoi les touristes sont très sensibles aujourd'hui. Le vignoble, donc, comme je disais tout à l'heure, tient une place vraiment importante pour l'image de la France, puisque voilà, c'est vraiment ce qui ressort quand on interroge à l'étranger les touristes qui retiennent la France, c'est le vin, la gastronomie. Donc c'est très bien. Donc, je parlais tout à l'heure de 10 millions de touristes, de nos touristes qui viennent en France. Donc, ça se décompose de la manière suivante. Donc, il y a 5,8 millions de Français dans les 10 millions de nos touristes et 4,2 millions d'étrangers. Donc, avec une majorité de Belges et de Britanniques. Voilà. Ensuite, sur les retombées économiques de l'onotourisme, on peut parler de deux chiffres intéressants. Donc, il y a 5,2 milliards d'euros qui sont générés avec l'onotourisme en France et aussi 1 256 euros, pour être exact, qui sont dépensés en moyenne pour un séjour onotouristique qui comprend une activité liée au vin et à la découverte du vignoble, dont 240 euros de dépenses uniquement sur l'achat de vin. Alors ensuite, je souhaitais parler du label Vignoble et Découverte, dont je suis la référente en Loire-Atlantique. En France, il existe, alors là, depuis, on a perdu une destination. Donc on est à 66 destinations Vignoble et Découverte en France. Donc le label Vignoble et Découverte, c'est un label national qui est porté par Atout France et qui est attribué à une destination pour une durée de 3 ans. Et c'est en fait pour inciter et pour récompenser les destinations qui ont une vraie politique œnotouristique au sein de leur territoire. Donc le label est attribué autant aux hébergeurs, aux caves, aux sites de visite, aux sites de loisirs, aux agences réceptives,
réceptive, office de tourisme, etc. Ce qui est le cas aussi donc en Loire-Atlantique, où nous avons donc le label Vignoble et Découverte sur le vignoble du Muscadet, qui comprend les 4 AOC Muscadet, et avec donc plus de 75 prestations Vignoble et Découverte labellisées. Ensuite, pour revenir à des chiffres, donc voilà, un peu plus local, nous faisons partie dans le Val-de-Loire du top 5 des vignobles les plus fréquentés. Donc ça, c'est aussi intéressant et ça montre aussi l'attractivité de notre territoire. Et les chiffres clés de l'œnotourisme, pardon. Du coup, ce qu'on peut redire, alors c'est pareil, c'est dans le Val-de-Loire. Ce qu'on peut redire, c'est qu'il y a 1,1 million de visiteurs accueillis dans les domaines. Donc voilà, ça c'est vraiment à l'échelle du Val-de-Loire. Et c'était des chiffres assez récents puisque c'est d'avril à septembre 2018. Donc ça donne quand même une bonne idée de l'attractivité. On a aussi une estimation de 49 millions d'euros de chiffre d'affaires et un panier moyen stable de 90 euros. Donc ça veut dire que c'est ce que le touriste dépense quand il est chez nous pendant son séjour. On va faire un focus maintenant sur le Muscadet avec François. Claire, si tu veux lui passer le micro. Donc François, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des vignerons dans le Muscadet, à la fois leur motivation pour se lancer dans l'œnotourisme, les freins éventuels, et puis ce qu'ils mettent en place au niveau de la communication par rapport à ces différentes actions? Je vais essayer, Georgina. Donc, bonjour à tous. Je suis François Robin. Donc, moi, je travaille pour la Fédération des vins de Nantes. Comme son nom l'indique, elle fédère des syndicats d'appellation d'origine contrôlée. Alors, chez nous, dans le Nantais, on en a 3. Évidemment, une appellation qui est plus connue, qui est le Muscadet. La deuxième, qui porte le nom de notre région nantaise, c'est le Gros Plan du pays nantais. Et la troisième appellation, ce sont les Coteaux-Danceny. Et notre rôle, c'est de défendre, d'accompagner nos vignerons dans le développement de leur marché et puis de promouvoir leur AOC, qui est un signe de qualité qui est à la fois collectif et individuel. Et en effet, dans les leviers de croissance pour nos domaines viticoles, il y a le no-tourisme, qui se développe depuis quelques années. Alors c'est relativement récent, en tout cas dans le Nantais, même peut-être que dans d'autres régions du Val-de-Loire, c'est plus ancré, en tout cas dans la culture de l'accueil à la cave, et je pense notamment à l'Anjou, ou à d'autres vignobles, d'autres bassins viticoles comme l'Alsace ou le Bordelais, la Bourgogne. Et chez nous, si c'est récent, c'est souvent lié à un peu la structuration en fait de la distribution, du marché, de la filière viticole. Et le Muscadet, jusqu'alors, c'est vrai finalement, il était exporté, principalement sur la Grande-Bretagne, et il était piloté par des vignerons négociants sur le secteur de Valette, qui faisait que finalement la vente à la cave, la vente au domaine était relativement rare. Ça existait, mais c'était assez anecdotique. Et toute l'image du Muscadet, finalement, c'est plus construite sur les occasions de consommation, donc en gros les fruits de mer, le bord de mer, les vacances, que sur ces paysages, ces coteaux, ces rivières, et sur l'empreinte un peu vigneronne, l'identité vigneronne. Ce qui fait que aujourd'hui, quand on fait des enquêtes vis-à-vis des consommateurs, les premiers items qui viennent à l'esprit, c'est pas forcément en effet les paysages, c'est pas forcément l'identité vigneronne, mais plus les instants de consommation. Et comme il y a une structuration finalement de la filière et que la viticulture nantaise se réempare de son destin, petit à petit, on souhaite réancrer cette image vigneronne, ou plutôt ancrer cette image vigneronne, faire de Nantes une ambassade, donc connecter la métropole avec son vignoble et donner évidemment de l'authenticité, montrer la diversité de nos terroirs, la diversité de nos paysages, et considérer finalement le Muscadet, qui est une appellation, c'est assez rare en France, qui ne porte pas le nom de son territoire, c'est d'ailleurs la seule, de valoriser cette singularité que l'on a comme destination touristique à part entière. Donc que le vignoble de Nantes, finalement, c'est une destination qui peut attirer une fréquentation touristique
déjà les Nantais de la région, et puis ensuite une fréquentation plus large. Et pour ça, il faut changer un peu notre mode d'organisation de filière, puisque jusqu'alors, les domaines viticoles, finalement, ils étaient relativement peu ouverts au grand public. Et pour ça, donc ça se développe parce qu'on est accompagné par les pouvoirs publics, par la région, par la métropole, par Loire-Atlantique Développement. Et puis ça s'accompagne aussi parce que les collectivités, eux, ils considèrent que d'avoir un vignoble à sa proximité, c'est un atout. En tout cas, dans sa Manche, quand on parle d'un vignoble, de vigneron, de paysage, c'est un plus dans l'attractivité de son territoire. Donc ça, la région l'a compris il y a quelques années, notamment en accent sur la route des vins, en tout cas en refondant intégralement les routes des vins du Val-de-Loire. Le département aussi accompagne ce mouvement en pilotant le réseau Vignobles et Découvertes. Et puis la métropole, pour nous c'est important, c'est un vrai signal, la métropole nantaise qui a créé la boucle du voyage dans le vignoble, et avec un parcours de Nantes à Clisson qui est émaillé de visites aux domaines viticoles que l'on sélectionne et qui sont qualifiés dans le cadre du réseau des caves touristiques qu'on évoquera sans doute tout à l'heure. Et ça a contribué finalement, ce phénomène, à la fois la professionnalisation des domaines et de l'autre côté l'accompagnement des pouvoirs publics, à flécher finalement le vignoble de Nantes comme une destination touristique. Et je n'oublie pas, parce qu'ils sont en plus dans la salle, qu'il y a un relais local fondamental qui sont les offices de tourisme. Chez nous, on en a 4 principalement qui nous accompagnent. On a le voyage à Nantes, puisqu'on a des vignes dans Nantes Métropole, Philippe l'évoquera tout à l'heure. On a le Pays d'Ancenis, on a une petite partie sur Mauges Tourisme, on a le Pays des Côtes de Grandlieu, et puis on a le cœur du réacteur, qui est l'office de tourisme du vignoble de Nantes, qui a aussi accompagné, développé cet accueil au domaine. Donc voilà, on est, je pense, dans une phase de croissance qui est récente. Je reprenais les dates. La 2003, charte de Fontevraud inscrit la notion de paysage viticole et de no-tourisme. En fait, ça fait moins de 15 ans, enfin 15 ans. 2007, création du réseau des caves touristiques d'Interloire, 12 ans, c'est récent. Et 2014, création du premier observatoire de l'onotourisme. Donc finalement, le Val-de-Loire, même s'il est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs accueils onotouristes de France à l'Alsace, eh bien, on est sur un phénomène qui est relativement récent. Je ne sais pas si je suis trop long. J'avais juste. Oui, vas-y, continue. C'est par rapport au digital, parce que je n'oublie pas en fait le sujet. C'est comment le digital est au service de l'onotourisme. Et évidemment que les domaines viticoles se professionnalisant par des formations, c'est qu'ils se remettent parfois sur le banc de l'école pour apprendre le métier de touriste qui à la base n'est pas leur métier d'origine, et à la fois l'accompagnement des collectivités territoriales qui portent ce développement de nos tourismes, eh bien fatalement il y a des outils qui viennent accompagner la promotion via le digital, donc soit des sites internet dédiés comme les Routes des Vins ou le réseau Vignobles et Découvertes ou le vignoble de l'Office de tourisme du vignoble de Nantes. Puis après, il y a évidemment nos sites propres, donc muscadet.fr, je fais un peu de com, qui parlent de nos tourismes, qui flèchent les domaines viticoles qui sont ouverts au grand public. Et après, il y a toutes les stratégies individuelles de nos 450 exploitations viticoles. Alors, toutes ne font pas de l'onotourisme. Aujourd'hui, sur les 450, on a à peu près une cinquantaine de domaines viticoles qui sont, un peu plus, je crois, 60 domaines viticoles qui sont qualifiés caves touristiques Val-de-Loire et qui développent via le digital, je pense que Philippe, Madame en parleront tout à l'heure, leur propre offre no-touristique, qui peut être une simple dégustation à la cave,
jusqu'à des offres un peu Ça, plus structurées. Voilà, en parler après. Alors c'est vrai que ce que j'avais rajouté au niveau de ta slide, c'est que j'avais trouvé ce chiffre, 1/3 seulement des exploitations viticoles nantaises qui étaient présentes sur le web, ce qui fait, c'est assez peu finalement, mais comme le soulignait François, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de formations aussi qui sont proposées, donc voilà, on va dire que ça se structure, c'est peut-être pas la région qui était la plus dynamique sur ce point il y a quelques années, mais ça se fait vraiment petit à petit et en tout cas, on a voilà, des domaines en tout cas, qui se mettent vraiment, plus effectivement les collectivités qui ont œuvré sur de l'événementiel. Comme je l'avais marqué, là, le visuel, c'est l'Aumarin à la Frémoire, donc ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'y aller cet été. J'avais ensuite... Juste, toujours au niveau du Muscadet, un chiffre sur la saisonnalité de fréquentation qui était finalement assez homogène. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? C'est vrai que par rapport peut-être à d'autres courbes de d'autres vignobles, on est moins sujet à l'effet estival. Alors peut-être que c'est une opportunité. Vous voyez, on a un pic au mois de décembre. C'est lié aux portes ouvertes des domaines viticoles qui se développent de plus en plus et qui proposent en effet une variété de gamme à leur clientèle pour les fêtes de Noël, pour les cadeaux de fin d'année. Donc c'est finalement, je pense, une courbe à l'avantage de la filière de ne pas être réduit à juillet-août pour faire son activité de business. Alors ensuite, si on avait encore un doute sur l'intérêt de se lancer dans le no-tourisme, on vous a préparé avec Claire quelques tendances en fait, qui sont dans le tourisme aujourd'hui et qui reflètent justement tout l'intérêt de se lancer. Ah oui, le micro. Alors, vous avez eu quelques données chiffrées. Là, on souhaitait vous redonner quelques tendances quali pour les prochaines années à venir. Donc, les seniors seront la première clientèle touristique dans le monde en 2020. Donc, ce sont eux les principaux consommateurs de produits œnotouristiques. Donc, c'est bien de le savoir. Ils aiment bien boire, donc comme nous. Mais bon, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que c'est eux aussi qui vont faire la clientèle de demain sur le no-tourisme. 2020, le touriste sera urbain, c'est-à-dire qu'il habitera en ville. Excuse-moi, en plus, comme c'est noté, ils ont 1/3 de dépenses supplémentaires aux jeunes. Donc, on parlait de panier moyen, c'est pas négligeable. Tout à fait. 2020, donc ce que je disais, le touriste sera urbain, c'est-à-dire qu'il habitera de plus en plus en ville. Donc, il sera de plus en plus en recherche de quête de sens, d'échange, de contact humain. Donc, voilà, de plus en plus de besoin de rupture aussi lors de ses congés, lors de ses vacances, et besoin d'authenticité, ce qu'on propose, nous, sur la destination Muscadet-Loire-Océan. Il y aura aussi une fréquence de plus en plus des séjours, c'est-à-dire que les touristes partent de plus en plus dans l'année, mais de moins en moins longtemps. Donc, il va y avoir l'émergence, mais c'est déjà le cas, de mouvements comme des viti-breaks, enfin de plus en plus des séjours assez courts. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté la révolution écologique qui va favoriser aussi des touristes de plus en plus sensibles à l'environnement et en recherche de prestations qui valorisent aussi tout ce qui est produits locaux, et ils vont aussi favoriser tout ce qui est le tourisme social et solidaire qui respecte les populations locales. Voilà, merci. Et je voulais juste redonner, parce qu'on avait remis cette information-là, mais c'est, on va dire, assez général pour le tourisme, c'est que en fait, les professionnels du tourisme deviennent deviennent vraiment des designers d'expérience. Donc, il faut vraiment créer un effet waouh. Vraiment, il faut créer des souvenirs impérissables chez les touristes et les œnotouristes. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je vous ai mis très peu de slides justement avec du texte, et après, c'est plus des exemples pour pouvoir ensuite laisser la parole à Philippe et Théodora. Donc, effectivement, l'importance du numérique par rapport à l'œnotourisme, mais au tourisme en général, on a quand même plus de 80% des internautes, de toute manière, qui font des recherches sur Internet pour soit réserver, pourquoi pas une visite, ou choisir leur destination. Donc, c'est vrai que c'est important. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de domaines aujourd'hui qui se poseraient la question, est-ce qu'au moins on est sur les réseaux, est-ce qu'on a un site web? De toute manière, il faut lancer quelque chose, au moins une présence sur les réseaux sociaux à minima.
Cette présence sur le web, c'est également à la fois pour les consommateurs et les producteurs, c'est un outil de développement. C'est-à-dire que le visiteur va autant... c'est pour lui une manière d'avoir de l'information. Pour le vigneron, ça va être une manière d'apporter justement toutes ces actus, toute l'info, de faire de la vente, de faire de la résa. Donc ça va vraiment être un échange qui est primordial entre les deux. Le numérique permet aussi, comme je vous l'ai noté, une personnalisation de l'expérience, donc à la fois avec l'interaction. Vous allez avoir des parcours clients qui peuvent être ciblés, choisis. Il y a plein de choses qui peuvent être proposées. Il y a aujourd'hui, je vous montrerai justement dans les exemples après, énormément d'outils d'aide à la visite qui existent et qui sont proposés, des outils ludiques, des tables interactives, des lunettes 3D, ça peut être de la dégustation augmentée, des applications pour choisir le profil du vin, le profil du consommateur, des escape games, ça aussi. Donc, et le numérique vous permet aussi, donc là je vous ai mis avec l'exemple des photocalls, mais ça c'est juste un exemple parmi d'autres, de matérialiser le souvenir du visiteur. Donc voilà, c'est vraiment énormément de choses qui peuvent être très positives. C'est aussi un outil de statistique. On en a toujours besoin pour mieux connaître la clientèle finalement et pouvoir avancer, leur proposer de nouveaux outils, de nouveaux produits et répondre toujours mieux à leurs attentes. Mais par contre, attention, c'est pas le numérique pour le numérique. Il faut à la base avoir un bon produit. Si on est vigneron, avoir du vin, un produit qui tient la route, et raconter une histoire. On parlait tout à l'heure au niveau des tendances, ceux qui étaient au Vinocamp ou qui ont pu voir David Martin, c'est vrai que c'est ce qu'il explique très très bien, l'importance du storytelling, de vraiment expliquer et raconter des histoires, et il faut être sincère et authentique dans sa manière de les raconter. Alors, je vous ai mis justement pas mal d'exemples de domaines qui se sont lancés et même très bien lancés. Là, c'est tout d'abord le coup de cœur des Bacchus de l'Onotourisme 2019 avec le domaine de Moncy à Cheverny qui, comme Philippe, fait des hébergements insolites avec des roulottes, mais également, en plus des visites classiques et des parcours dans les vignes, a proposé des chasses au trésor, donc le mystère de la grappe d'or. On a également des escape games. Donc, c'est le domaine Pierre et Bertrand Coulis à Chinon qui a eu le prix de la mise en valeur touristique au Bacchus de l'Onotourisme toujours. Donc, avec cette proposition d'escape game. Donc, je lisais ça. C'est vrai que ce qu'il disait, c'est que lorsqu'ils l'ont mis en place, il y avait forcément un certain coût de créer un escape game. Ils pensaient le rentabiliser en 1 an et demi. Ça a été rentabilisé en 1 mois et demi. Tellement il y avait une demande pour ce type de solution. Sauf qu'il l'explique très justement, forcément, si on va une fois à un escape game, bon voilà, on l'a vu, on va pas revenir. Donc les scénaristes leur proposent régulièrement des nouveautés afin que justement ils puissent fidéliser leur clientèle. Je vous ai mis également Vigne Vin Rando qui, c'est vrai, donc là je ne sais même plus, on était à la... combien d'éditions ? 16e édition, donc 17 balades vigneronnes, mais l'intérêt de Vigne Vin Rando, c'est toutes les nouveautés qu'ils proposent chaque année. Lorsque vous allez sur le site, en plus ils ont une présence sur le web et les réseaux sociaux vraiment très dynamique, avec notamment des hashtags, enfin ils ont des jeux concours, et là cette année, leur nouveauté, il y avait une école dans les vignes pour la dégustation, des dégustations géosensorielles avec des étudiants de l'Estua, ils essaient vraiment de toujours se renouveler. Voilà. La maison Ackermann à Saumur, donc qui elle aussi, alors par contre dans les trophées de l'Onotourisme avec Atout France a reçu le grand prix trophée de l'Onotourisme dans la catégorie art et culture. Donc Ackermann, c'est vrai que, alors à la fois si vous ne connaissez pas encore rien que déjà leur site web, si vous n'êtes pas allé au Cave, un site qui est très bien fait, qui est très ludique, avec vraiment une belle mise en valeur de leur cave. Et ils se sont vraiment positionnés avec des expositions permanentes et temporaires, mettant en valeur
leur cave troglodytique, avec des accueils d'artistes en lien avec l'abbaye de Fontevraud. Et chaque visiteur peut déjà en amont essayer de trouver un parcours qui va lui plaire. Voilà. Et puis, lorsque vous allez sur le site web, vous avez des réseaux sociaux, vous avez TripAdvisor qui est mis un petit peu partout. Ils ont vraiment cette envie, en tout cas, d'avoir l'échange avec le visiteur et le retour. Donc là, je passe, c'était une autre slide. Vous avez également, dans le même ordre d'idée, la Cité du Vin à Bordeaux, qui, en termes de produits, on va dire, œnotouristiques, et si vous avez eu la chance d'y aller, est vraiment très bien fait, avec énormément de parcours. Tout pareil, le visiteur peut préparer en amont, en choisissant ce qui va lui plaire, que ce soit les parcours enfants, famille ou autres. Et au niveau des nouveautés, ils ont, par exemple, des tablettes tactiles, comme en haut, donc un parcours e-vigne. Vous avez d'autres types de parcours, des tablettes, toute l'histoire de Bordeaux qui est expliquée, donc avec des jeux sensoriels également. Et dans le dernier slide d'exemple, là, on était sur un domaine en Champagne qui propose une visite avec un cinéma et des lunettes 3D pour admirer et découvrir le domaine. Donc finalement, quand on voit tout ça, on peut se poser la question, comment, je vérifie, comment, lorsqu'on est un domaine, comment on se lance? Alors, je ne vais pas du tout rentrer trop dans les détails, puisque vous avez eu ce matin, notamment sur les réseaux sociaux, une intervention de We Like Travel. Moi, je vais juste faire en 2 slides quelques rappels. Donc, au niveau du site web, notamment, c'est vrai que la première chose, mais ça, vous l'aurez tous entendu, c'est déjà d'avoir votre stratégie d'entreprise et donc votre stratégie de communication va découler un petit peu de ça, avec votre présence, une présence cohérente, on va dire, sur le web. La création d'un site web, c'est un site qui va répondre aux différentes attentes de votre clientèle. Ce petit schéma est plutôt bien fait. C'est à la fois un site qui va répondre aux besoins, aux enjeux de visibilité sur Google, qui est plus de 90% des personnes vont sur Google pour faire une recherche. Donc la visibilité à travers le référencement naturel, référencement payant dans un deuxième temps, des besoins de mobilité, donc des sites en responsive design. Aujourd'hui, lorsque vous faites un site, forcément, il sera en responsive design, mais c'est toujours ceux qui ont peut-être un ancien site, les questions à se poser pour le refaire. La séduction, avec des belles photos. Je trouve que c'est toujours important et il ne faut pas négliger l'intérêt de faire intervenir un photographe pour avoir des photos de qualité, puisque c'est vraiment ça qui va vendre et va permettre d'apporter un vrai plus sur votre produit. Et de la vidéo aussi, bien sûr, photos, vidéos, des textes. On parlait de storytelling tout à l'heure, donc voilà. Raconter votre histoire. Tout l'intérêt, c'est vrai que pour un vigneron, les visiteurs justement des domaines vont complètement être en demande de savoir, et le site de Philippe, en ce sens, est assez bien fait, il est récent. Donc c'est vraiment l'histoire des... Voilà, pourquoi ils l'ont fait, leurs grands-parents, qu'est-ce qui leur est arrivé, et ils se sont lancés là-dedans. Voilà, il y a vraiment toute une histoire, les visualiser. Et puis, les derniers points au niveau des sites, c'est de la réassurance, c'est-à-dire à la fois sur de la vente, on va apporter pas mal d'infos pratiques pour justement réassurer, comme son nom l'indique, mais aussi des témoignages clients. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des liens vers vos avis, Guest Suite, TripAdvisor ou autre type. Et puis, dernier point, la conversion, avec les boutons d'appel à l'action pour réserver une visite, acheter du vin, bien sûr, aussi. Voilà, que ce soit assez simple de circuler sur votre site. Une présence sur les réseaux sociaux. Si on se pose encore la question, donc là, je l'ai vraiment schématisé, évidemment, ça vous permet de développer votre notoriété par rapport à tout ce que vous allez pouvoir noter et le faire de façon très régulière. À la fois, vous avez l'augmentation du trafic de votre site internet, puisque vous allez pouvoir partager des actualités. Donc, ça renvoie vers le site internet. Tous les réseaux sociaux permettent aussi de contribuer à votre référencement.
Également la possibilité de mieux connaître vos clients à travers les outils statistiques de chaque réseau. Vous avez aussi évidemment ça avec Google Analytics pour votre site web. Donc mon conseil, c'est de choisir les réseaux parce que là, vous avez peut-être vu ça ce matin, il y en a énormément. Donc il faut choisir ceux qui sont les plus favorables par rapport à votre activité. Au niveau de l'œnotourisme et plus globalement du tourisme, on va dire que Facebook reste encore aujourd'hui majoritaire parce qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont dessus. Donc d'avoir une page Facebook, ça peut que être intéressant. Avec la croissance d'Instagram, évidemment un compte Instagram avec la mise des photos. Un compte LinkedIn également peut être intéressant à la fois pour développer, pourquoi pas, des partenariats ou des relations avec les professionnels. Twitter, donc je le mettrai peut-être après, en fonction si vous vous lancez seulement. Donc déjà, ça peut être pas mal de débuter et puis de voir un petit peu après au niveau de l'évolution. Au niveau de ces différents réseaux, ce qui compte, c'est la régularité. Vraiment être régulier pour fidéliser finalement ces visiteurs et qu'ils prennent plaisir à venir voir un petit peu tout ce que vous faites. Donc là, je vais passer vite. C'est juste quelques slides justement pour vous montrer les réseaux. Donc certains le font très bien. Là, je vous ai mis, il y a des domaines, il y a des offices de tourisme, les relations avec les influenceurs, avec les Instagrammeurs, des hashtags qui peuvent être choisis. Là, aujourd'hui, vous avez le Tourisme Digital Day, mais vous aviez Loire Trotteur aussi avec le Val-de-Loire. Là, c'est d'autres publications, justement, plutôt de domaines. C'est vrai que ceux qui avaient parfois des craintes au départ en se disant « mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur les réseaux ? Ça n'intéresse personne, j'ai pas de temps. » Une fois qu'on s'y met et qu'on se pique un petit peu au jeu, on se dit « ah oui, bon, allez, j'ai pris une photo de bourgeon, là, c'est très bien, clac, je la mets, un petit hashtag qui va bien. » Et puis, on voit qu'il y a une communauté derrière qui suit et qui s'intéresse à tout ça. Donc au niveau de l'œnotourisme, voilà, vous avez plein de choses. Je termine avant de passer la parole avec les applications. Donc je ne vais pas du tout développer, mais voilà, il en existe plein. Abacus, donc là c'est toute une encyclopédie entre guillemets sur le vin avec les cépages. Vous avez également comment il s'appelle celui-là ? Pardon, Wine and Spirit Lodging, voilà, au niveau de l'hébergement vigneron. Vous avez à la française également avec des différents circuits. Vous avez l'ampélographe avec des jeux éducatifs à partir de 8 ans autour de la vigne et du vin. Vous avez également Somewhere, un atlas digital de cartes thématiques où vous pouvez retrouver tout un tas d'informations justement sur le tourisme, la restauration, l'hébergement et donc pourquoi pas des caves évidemment œnotouristiques. Et je voulais citer Baludic qui était également présent ce matin et qui a animé des ateliers. Et je passe sur la vigne numérique, j'en parlais tout à l'heure, pour un festival qu'ils font en octobre. Je passe maintenant la parole à Théodora. Bonjour, donc je m'appelle Théodora Lefort, je suis chargée d'œnotourisme au domaine de Bois-Mosée depuis maintenant 3 ans. Donc la création de mon poste s'est faite suite à une envie du domaine de développer son accueil clientèle et particulière au domaine. Donc dans un premier temps, la grande révolution au domaine, c'est que nous avons ouvert le samedi, ce qui ne se faisait pas, ce qui est plutôt rare en 2016 d'ailleurs. Et ça a permis aux gens de venir nous voir parce que beaucoup nous cherchaient, mais sur semaine, c'était plus compliqué. Donc, on a élargi aussi la plage horaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ouvert 6 jours sur 7. Donc, premièrement, cette étape-là, et puis après, on a mis des choses en place. Quand je suis arrivée, le site était déjà existant, le site du domaine, et on avait une page Facebook, mais qui n'était absolument pas utilisée, ou utilisée à bon escient, du moins. Donc, j'en ai recréé une qui aujourd'hui fonctionne bien. On a un peu plus de 1000 abonnés, donc ce qui est plutôt bien pour nous. Il faut resituer à Bois-Mosée. Enfin, vous ne connaissez peut-être pas l'Anjou, mais Bois-Mosée, c'est à 20 minutes d'Angers, au sud de la Loire.
20 minutes de Saumur, mais même les Angevins ou même les Saumurois ne connaissent pas forcément Couture. Donc, si on vient à Bois-Mosée, c'est qu'on veut vraiment chercher quelque chose. Donc voilà, donc Facebook, j'ai mis en place Instagram ensuite, Twitter et LinkedIn. Enfin voilà, c'est pour les mêmes raisons que vous avez exposé Georgina juste avant. Donc pour nous, c'est essentiel. Facebook reste très professionnel aujourd'hui, mais très bien suivi. Donc voilà, on sait qu'on touche des personnes différentes en allant sur Facebook que sur Instagram. L'évolution des réseaux sociaux a fait venir des clientèles complètement différentes aussi au domaine, avec beaucoup plus de jeunes. On a beaucoup plus de trentenaires, de quarantenaires, de familles qui viennent au domaine parce qu'elles nous suivent sur les réseaux et c'est hyper important pour nous aujourd'hui. Donc le no-tourisme, les ouvertures le samedi. On a mis en place des visites aussi. Donc aujourd'hui on propose du mardi au samedi 3 créneaux de visite par jour. Avec réservation obligatoire, et pour nous faciliter la vie, la région et le département de l'Anjou, enfin d'Angers, Maine-et-Loire, ont mis en place Open Billet, en fait, une billetterie en ligne, qui fait que quand sur notre site internet on n'a pas de réservation qui est possible, et ils ont créé ce petit widget en fait qui nous permet d'avoir des réservations. Donc nous, ça nous permet d'anticiper nos journées aussi de façon plus facile. Et on est présent avec Rue des Vignerons aussi, un site internet sur lequel on ressort bien, donc qui nous permet d'accueillir des visiteurs lors de ces créneaux horaires. Pour nous démarquer aussi, on a mis en place donc en 2017 les balades en gyropode tout terrain, avec un prestataire qui intervenait sur le domaine, mais on a arrêté la fin de l'année dernière. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, quand ils venaient à Bois-Mosée, en Anjou, chez nous, ils cherchaient à comprendre, à nous connaître, à comprendre le vin, à savoir ce qu'on faisait. Et ceux qui venaient faire de la balade en gyropode faisaient de la balade en gyropode. Donc l'interaction ne se faisait pas autant que ce qu'on pouvait avoir avec notre autre clientèle. Donc on s'est rendu compte que ça ne nous correspondait pas, en fait. Donc on a arrêté. Et on s'est rapproché de Valérie Aubergeon, qui a créé sa société qui s'appelle Les Vignes Selon Val. Au départ sur le Léon, donc qui est un peu plus loin de chez nous, et maintenant sur l'Aubance aussi. Valérie, c'est une ancienne institutrice, donc elle a le côté pédagogique qui est très intéressant, qui fait des balades en français, en anglais, en espagnol, avec des petits groupes et qui les emmène dans les vignes et qui explique très facilement, très simplement, ce qu'est la vigne, ce qu'est la géologie, ce qu'est l'ampélographie, donc les feuilles, comment on fait du vin. Et voilà, tout ce côté pédagogique, nous, on voulait l'avoir, mais on voulait aussi permettre aux gens de le faire tout seuls, parce qu'on a la chance d'avoir au domaine 26 hectares en fait, de nos vignes qui sont au-dessus du domaine, sur 38 hectares, donc ce qui est assez énorme. Ça représente les 2 tiers de nos vignes en fait, qui sont au-dessus, mais qu'on n'exploitait pas du tout. En fait. On avait cet espace en fait, vide et on ne savait pas trop ce qu'on pouvait en faire, parce que quand on fait des visites, on a un timing qui est assez court, donc on reste plutôt proche, mais on n'emmène jamais les gens si loin. Donc on a décidé de mettre en place une balade en autonomie dans les vignes, avec des panneaux. Les gens peuvent se balader pendant 2 heures. Ça fait un petit 2 kilomètres, avec des panneaux sur des thématiques différentes. Et comme ça, en fait, ils reviennent, ils ont appris énormément de choses. Et nous, on finit par la dégustation, bien sûr, derrière. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place toute l'année, et elle peut intervenir aussi en plus. On s'est rapproché on a lié des partenariats aussi, parce que tout seul... on se développe bien, mais à plusieurs, on est encore plus fort. Donc, c'était important pour nous de se rapprocher de ces gens-là. Donc, vous voyez un combi Volkswagen avec une 4L. Donc, ça, c'est une presta qu'on fait avec Clarisse, qui est à Angers, où soit elle loue son combi, soit elle fait des tours dans le vignoble. C'est plutôt sympa. Vous passez un peu un moment hors du temps. Ça a surfé un peu sur la vague d'Anjou Vélo Vintage, mais ça fonctionne très bien. Voilà, il y a eu les vélos qui sont venus. On sert aussi de point de ravitaillement. On fait donc des événements ponctuels, le pique-nique du vigneron indépendant, des portes ouvertes 2 fois par an, ça aussi c'était une grande nouveauté. C'est moi qui ai imposé 2 fois plus de travail aux gens avec qui je travaille, donc 2 jours en plus, pas qu'un seul. Voilà, on fait ça au printemps avec les sorties des nouvelles cuvées et en hiver pour le côté plus festif. Expérience sophrologie et vin. On est passé bio en fait depuis 2017. Et on a cette clientèle, je parlais de changement de clientèle, qui a aussi beaucoup évolué au domaine, des gens qui se sensibilisent de plus en plus à la nature, aussi au bien-être, à tout ce qui va avec. Donc voilà, on a mis en place cette expérience sophrologique.
Et on a fait une soirée d'observation chauve-souris. Et je fus la première étonnée quand j'ai eu 50 personnes qui sont venues découvrir les chauves-souris au domaine. C'est l'animation qui a mieux marché cet été. Donc voilà, il y a un réel engouement pour notre projet, pour cette petite chauve-souris. Et là, je vais vous mettre à contribution aussi, je vais faire la petite pub. On a postulé en fait pour un concours. En fait, on a monté un projet d'agroforesterie au domaine. Donc l'agroforesterie, c'est pour nous en fait la replantation de haies et pour amener toute la biodiversité au domaine. Donc c'est un gros projet national et on a présenté le concours. Et on est lauréat. Donc, si vous voulez aller voter pour Bois Mosée pour nous aider à financer ce projet qui va se pérenniser sur une vingtaine d'années. Donc, c'est un gros projet, à peu près 12 000 euros. Il y aura plus de 5 000 plantations d'arbres en fait sur le domaine, donc ce qui est assez énorme. Donc, voilà, je lance mon petit appel. Je fais voilà. Et donc, la dernière slide, c'était sur le numérique à Bois Mosée. Donc, le numérique, qu'est-ce que ça nous a... Ok. Le numérique, ça nous a... passer la parole à... Ok, vous avez... 45 minutes, c'est court. Vas-y, Philippe, je te laisse te présenter. Et hop, voilà. Donc, Philippe Marchais, moi je suis carrément le patron. Mais pour un peu d'histoire, mes parents ont créé l'entreprise après la dernière guerre mondiale et j'ai, en compagnie de mon frère aîné, on a créé une structure qui se veut être un outil pour communiquer sur le vin. Voilà. Ma passion, c'est le vin, le terroir. Alors effectivement, je vais vous parler du numérique, c'est pas là-dessus que je suis plus à l'aise, mais je vais vous expliquer que j'y arrive quand même. Je suis à cheval sur les deux côtés de la Loire puisque j'ai un domaine familial que j'exploite toujours sur le Lorot-Bautreau pour ceux qui connaissent. La partie plutôt commerciale et réception et touristique se situe à Thouaret-sur-Loire. Donc cherchez pas le haut de Vigneron, je suis le dernier sur Thouaret. Voilà, donc ils n'ont pas eu le choix, c'est sur moi qu'ils sont tombés. Sur ce site, en fait, c'est vraiment un outil qui, quand vous venez chez nous, vous êtes dans les vignes. Si vous n'aimez pas le vin, il ne faut surtout pas venir. Par contre, c'est très esthétique, donc vous pouvez venir pour le plaisir des yeux. Mais c'est vraiment vous faire vivre une expérience, même en venant simplement chercher un colis, parce qu'on a aussi un point relais. Donc, au niveau de ma boutique, c'est assez large. Mon métier, moi, c'est vigneron. Donc là, on vendange que le matin en ce moment parce qu'il fait trop chaud l'après-midi. Donc, pas de problème. Je suis avec vous toute l'après-midi si vous voulez. Le projet en lui-même, c'était de vendre du vin déjà, de le faire connaître. Donc pour ça, on a créé une structure qui a été installée au cœur des vignes. Cette structure, en fait, nous permet sur plusieurs niveaux, la partie du bas, faire notre métier de vigneron avec une cave dans laquelle on prépare nos vins. Vous avez un étage au-dessus, tout est accessible pour les personnes à mobilité réduite et puis pour les chariots pour sortir les bouteilles, évidemment. Donc on a une boutique. Dans cette boutique, vous avez la possibilité évidemment de trouver mes vins. Et on a créé un collectif de vignerons qui me permet pour un client de éventuellement, au lieu de prendre que mes vins pour un mariage, par exemple, un événement, je suis capable d'avoir une histoire à raconter avec d'autres vignerons. On a parlé d'histoire tout à l'heure, c'est très important. Moi, je suis pas un caviste, je suis un vigneron qui vend des vins d'un autre vigneron. Donc, si vous voulez un rouge capiteux, etc., je ne suis pas capable de faire. Donc, j'ai un copain dans le sud qui fait ça très bien à ma place. Voilà. Par contre, si vous voulez un excellent muscadet, cherchez pas, vous venez chez moi. J'ai tout ce qu'il vous faut en cave. On a ajouté dans cette partie boutique, vous avez une partie arrière de la boutique et maintenant installé aussi dans les vignes un bar à vin. On a voulu augmenter ça. C'est vrai qu'on est proche de Nantes. C'est un bar insolite, vous viendrez chez nous, c'est un peu atypique. Voilà. Si vous asseyez dessus, vous inquiétez pas, tout est normal. C'est une expérience à vivre. On a de quoi maintenant accueillir 30 personnes dans ce mobilier un peu atypique. À l'étage, on a une salle de réception qui nous permet, en ce moment on fait beaucoup d'événements le week-end pour des mariages.
et cérémonies familiales. Et on travaille énormément maintenant sur la notion de tourisme d'affaires. J'ai embauché d'ailleurs quelqu'un à ce sujet. Il y a une demande importante. On est Nantes, Carquefou, Sainte-Luce, Thoiret, et puis je dois en oublier. Et puis Nantes, évidemment. Donc, c'est beaucoup d'entreprises. Il y a une demande aussi sur quelque chose un peu atypique qui, pour nous, l'est très simple, c'est le vin, mais pour certains, c'est une expérience à vivre. Pour accompagner donc ces événements, on a installé des hébergements. Les hébergements, naturellement, on a pensé à des tonneaux. Voilà, donc on peut héberger 17 personnes sur le site. Et indépendamment de cette activité, on propose une émulsion des vignerons indépendants dont je fais partie, qui n'a pas forcément fonctionné. L'idée, c'est les nuits en tonneau, les vignes au clair de lune. Donc, pour faire court, c'est une expérience. Vous allez vivre une soirée avec nous comme si vous étiez un vigneron. Alors, vous n'aurez pas la chance de dormir avec moi. Mais on vous laisse, quand on vous quitte le soir après une dégustation, on vous laisse les clés de la cave pour bénéficier des installations. Et on se retrouve pour un petit déjeuner le lendemain matin. Donc je ne suis pas hôtelier, je ne suis pas restaurateur, même si vous pouvez manger sur place. Donc on a tout fait en sorte pour que je sois à la hauteur sans avoir besoin d'avoir toutes les casquettes. Voilà. Et puis voilà. À côté, pour le numérique, je vous disais que je n'étais pas très futé là-dedans, c'est peut-être mon âge qui y fait. J'ai quelqu'un qui gère ça chez moi. En plus, c'est ma fille. Hein. Elle était partie dans d'autres sphères et puis ça m'arrange bien aujourd'hui. Je lui fais vivre ma passion. Il ne reste pas beaucoup de temps là. Voilà. Et en fait, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Tu me fais un petit synthé sur les réseaux sociaux, les référencements, etc. Et elle m'en a sorti 2 pages. J'ai dit, ah oui, tout ça quand même. Voilà. Donc, tout ce que Georgina a dit tout à l'heure, je ne dois pas être trop mauvais parce qu'on a dû en faire pas mal. Voilà. Oui, non, il se débrouille bien. Merci écoutez, vu que là j'entends la petite musique, on se termine. Je voulais juste vous montrer, parce qu'en fait je fais également partie de la vie numérique. Je me suis même pas présentée au début. Georgina Barré, donc de la Société autour de la com. Et donc tous les membres de la vie numérique organisent le premier festival Transition, le 11 et 12 octobre à Nantes, à la conciergerie du Front Populaire. C'est juste à côté de l'Éléphant, où vous aurez pendant 2 jours, donc le vendredi soir, à la fois des interventions avec des vignerons notamment, et puis le samedi de 11h à 20h, dégustation augmentée, il y a de la restauration, vous aurez plein de choses. Mince, je vous ai mis le programme, il veut pas revenir. Mince. Bon, je vais vous dire comme ça. Le samedi, dégustation augmentée, food truck, bar à vin, DJ set, atelier ludique, atelier dégustation, voilà. Donc vous avez tout ça sur le site transition.lavignenumérique.org. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est 5 €, 5 € en pré-vente, et puis ce sera 7 € sur place. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis merci à eux pour leur disponibilité. Merci.